Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Daniela. Je fais partie de la direction de Révolution Permanente et je milite en région parisienne. Il y en a donc mis comme titre pour ce topo de quoi le communisme est-il le nom? Parce que le communisme, en fait, est un terme qui est très galvaudé, qui porte, en fait, une lourde charge sur ses épaules, notamment, en fait, à partir de l'histoire du XXe siècle. Et y compris, en fait, quand on se demande qu'est-ce que c'est que le communisme, ce n'est pas forcément évident de savoir, en fait, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle, en fait, de la société future? Quelle est cette société? C'est la société juste après la Révolution? Comment s'appelle donc le mouvement dont on fait partie et qui cherche cette société? Donc, on va essayer, en fait, de commencer à répondre à une partie de ces questions. Ceci n'est pas un cours, les camarades. Moi, je suis une militante comme vous, avec un petit peu plus d'expérience peut-être que certains qui sont dans la salle, mais c'est une discussion sur, en fait, un thème, un sujet qui est à la fois théorique, mais que vous verrez, en fait, est un sujet aussi éminemment pratique, en tout cas, en fait, dans la conception que nous avons, en fait, du communisme. Donc, pour commencer ce topo, d'une façon un peu hétérodoxe, en fait, je pense qu'il faudrait commencer par discuter qu'est-ce que n'est pas le communisme. Et je pense en fait que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui en France, il faut partir du fait de dire que des choses aussi bêtes que manger beaucoup de viande et caresser dans le sens du poil tous les préjugés d'une partie de la classe ouvrière blanche comme fait actuellement le Parti communiste français et Roussel, ça, ce n'est pas le communisme. Ça, c'est à peu près en fait l'opposé du communisme. Donc, parler de communisme, c'est aussi en fait dépoussiérer ce terme de toute une série de courants politiques, d'expériences politiques qui se réclament du communisme, mais qui sont, dans une certaine mesure, en fait, sa négation. Mais si notre problème s'arrêtait à Fabien Roussel, les choses, elles seraient plus simples. Notre principal problème, c'est qu'il y a eu, et il y a y compris, en fait, des resquisses de ça dans certains pays lointains, comme la Corée du Nord, mais qu'il y a eu pendant le XXe siècle, une expérience sociale à une échelle quand même importante dans la planète. Je vous rappelle qu'à un moment donné, il y avait à peu près un tiers du monde qui avait été extrait des rapports de production capitalistes, ce qu'on appelait les pays de l'Est, l'Union soviétique en fait et les pays autour, etc. Et que cette expérience-là, en fait, contrairement à ceux qui a voulu être présentés par la bourgeoisie à l'époque, ce n'est pas non plus le communisme. Donc quand on parle de communisme, on ne parle pas de ce qui a existé en Allemagne de l'Est, en Union soviétique à partir des années 30, on ne parle pas en fait de la Corée du Nord, etc., etc. Cela en fait qui a été connu d'une certaine façon en fait dans le langage médiatique libéral, etc., comme le communisme ou le socialisme réel ou réellement existant, en réalité est du point de vue en fait des marxistes révolutionnaires le produit de l'échec d'une expérience révolutionnaire qui est celle de la révolution russe de 1917, l'histoire de sa dégénérescence, l'histoire y compris en fait d'une dégénérescence qui va se projeter après sur d'autres pays qui, contrairement en fait à l'Union soviétique, à la Russie, n'avaient même pas fait la révolution, mais où au contraire en fait la bourgeoisie a été expropriée par l'armée rouge. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il a donné lieu à des États qui, certes, n'étaient pas capitalistes, mais qui, en fait, étaient loin d'être ce que nous considérons, en tout cas, en fait, une société de type communiste. D'une part, il y avait beaucoup de resquisses de l'ancienne société, donc y compris, en fait, en termes de pauvreté, de en fait concurrence entre les travailleurs, etc. Donc c'est une société qui gardait beaucoup de traits du système capitaliste, mais qui par ailleurs ont aussi assumé du point de vue en fait du régime politique des régimes profondément autoritaires dans lesquels non seulement il y avait peu de liberté d'expression, mais où les opposants finissaient en fait souvent très très mal. Je pense en fait que vous êtes nombreux dans cette salle en fait à avoir entendu par exemple parler de l'expérience des goulags en Union soviétique. C'est pas des camps d'extermination, mais c'est des camps de concentration qui n'ont pas beaucoup à envier aux camps qui ont été faits en fait par les nazis dans les années 30. Donc comment parler de communisme aujourd'hui sans parler de toute cette histoire, sans être capable en fait d'enlever plusieurs couches de mensonges historiques qui portent en quelque sorte aujourd'hui sur les épaules et sur le dos du communisme. Donc on va en fait revenir un petit peu en fait plus tard sur toutes ces questions-là, mais je voudrais précisément en fait pour faire en sorte que ceci soit moins un cours
et plus en fait une discussion entre nous. Avant de commencer et de pouvoir discuter en fait de qu'est-ce que c'est que le communisme, vous demandez à vous, si vous deviez répondre en fait en une phrase, qu'est-ce que c'est pour vous en fait le communisme? Qu'est-ce que ça résume comme terme? Et après on va essayer en fait de discuter parce on verra qu'il y a plusieurs niveaux, en tout cas en fait de compréhension de ce terme-là. Une définition simple. Allez-y, hein. Eunice. Débarrasser de classe et d'exploitation et d'oppression. Une société débarrassée de toutes les classes, de l'exploitation et de l'oppression. Je vais lire un passage du bouquin dans lequel je suis actuellement et qui va répondre plutôt sur ce qui ne l'est pas. D'accord, pourquoi pas. Je me permets de venir là parce qu'il y a des gens, c'est pas long, hein, c'est pas long du tout, pour que les gens puissent m'entendre. Hein, pas de problème. Pour que je puisse lire pour tout le monde. Alors, pour l'idéologie dominante, cette rupture signifie la fin du communisme. Donc, il parle de 91 là. Celui-ci serait mort en 1991. Une question se pose. L'ex-URSS avait-elle démontré qu'elle était communiste? C'est-à-dire, si un mot a un sens, sans classe, sans État, sans salariat, réalisant à la place de la communauté humaine où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Le fait qu'en son sein régnait l'exploitation, l'oppression, la corruption, les privilèges et une multitude d'autres aliénations montre qu'il n'en était rien. Cette mort annoncée du communisme ne repose donc sur rien. Ce qui n'existe pas ne mérite pas de périr. Intéressant. Je ne sais pas quel est le bouquin, mais c'est intéressant comme citation. Intéressant. Effectivement, en fait, de ce point de vue-là, si on pense en fait à une société débarrassée de toute forme d'exploitation, d'oppression, sans classe, sans État, est-ce que cela a déjà existé? Non. Sauf si on pense au communisme primitif, non? Mais bon, on est une société en fait qui a déjà un degré de développement, on ne va pas en fait revenir à la préhistoire. Donc c'est un type de société que nous ne connaissons pas, hein? Et donc de ce point de vue, le communisme est d'une certaine façon, en fait, notre finalité politique, c'est-à-dire, en fait, la société pour laquelle on se bat à terme. Est-ce que c'est la société qu'on va connaître le lendemain de la Révolution? Ça, c'est un problème et qui, par ailleurs, en fait, a fait couler beaucoup d'encre dans le mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire, en fait, est-ce que entre le capitalisme et entre la révolution qui abat le système capitaliste, on passera directement à une forme, en fait, de société libérée, ou est-ce qu'il faudra une forme de transition? Ça, c'est le grand débat qui a divisé qui est qui. Les anarchistes et les communistes, et ça depuis très très longtemps, non? C'est le débat qui vont traverser, par exemple, la Première Internationale, entre Bakounine et Marx, etc., etc. Donc, effectivement, c'est en fait une des définitions qu'on pourrait donner en fait de communisme. Comment on pourrait peut-être décrire autrement? Qu'est-ce que vous savez davantage en fait sur cette société, sur cette forme de société, sur ce mode de production? Collectivisation des moyens de production. Très bien. Donc, il n'y a pas de propriété privée sur les moyens de production. Non, c'est ça y compris qui permet qu'il n'y ait plus de classe sociale. Parce que tant qu'il y a en fait une minorité qui détient les moyens de production et que parce qu'elle détient les moyens de production, elle peut acheter la force de travail de ceux qui ne détiennent rien, c'est-à-dire les prolétaires, les classes sociales, elles existent et il y a un État qu'on verra en fait va servir entre autres, mais surtout à assurer l'oppression et l'exploitation en fait d'une classe sur une autre. Donc effectivement, ça aussi c'est une question en fait fondamentale pour penser le communisme. Mais là, on est en train de le définir beaucoup en fait en négatif, non? Donc dans le communisme, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de propriété privée des moyens de production, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'État. Mais il y a quoi en positif? Ben, normalement, ça devrait être l'aboutissement de la démocratie. Bon, son approfondissement et son aboutissement. Donc, effectivement, tout ce qui a existé auparavant au nom d'un dit communisme, on était sa négation aussi de ce point de vue-là. Voilà. Normalement, à partir du moment où on considère que le communisme doit se développer à partir d'une société capitaliste développée, ça c'est un des points de vue de la théorie marxiste. Dans ce cas-là, sur un plan des biens matériels, il y a une abondance. Et donc la société communiste aura à gérer l'abondance.
Bon, là, on a en fait des éléments intéressants et nouveaux, non? Ce qui dit en fait le camarade, ça part y compris en fait d'une phrase de Marx lui-même. Marx dit à un moment donné que le communisme, c'est la conquête de la démocratie, en quelque sorte. Comme le mot démocratie, il est très galvaudé, dans notre société, on parle de démocratie pour parler en fait de quelque chose qui n'est pas très démocratique, qui est la démocratie bourgeoise. C'est un terme qui peut nous frapper un peu, non? La conquête de la démocratie. Mais chez Marx, cette idée, c'est la démocratie la plus profonde, c'est-à-dire en fait celle où ceux qui travaillent, ceux qui produisent, s'organisent collectivement et démocratiquement pour gérer la société au mieux possible et en fonction en fait des besoins de la société et de ses membres. Sur ce, je vais vous lire une citation de Marx qui va donc introduire en quelque sorte le premier visage du communisme, et après je vais vous parler un petit peu en fait de ce bouquin dont je me suis un petit peu inspiré en fait pour ce topo. Donc Marx, c'est deux petites citations. Marx disait d'abord en fait dans le manifeste de 48, à la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classe, surgit une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Donc, il y a d'abord en fait cette idée d'une société dans laquelle la séparation en fait entre l'individu et la collectivité, entre l'opposition entre l'individu et la collectivité, en fait, elle n'existe plus, et où au contraire, en fait, le développement de l'individu va de pair avec le développement de la société, de la collectivité. Ils n'en font qu'un. Mais Marx, il va creuser cette idée encore plus dans le Capital en particulier, et donc dans le livre 1 du Capital, il dira que le communisme, c'est une association d'hommes libres, travaillant avec des moyens de production collectifs et dépensant consciemment leurs nombreuses forces de travail individuelles comme une seule force de travail social. C'est la même idée développée, et il va utiliser aussi en fait un terme qui est la libre association des producteurs pour décrire en fait le communisme. Donc par opposition à un système capitaliste où la production se fait sous contrôle des détenteurs des moyens de production, ici il s'agirait que les producteurs eux-mêmes se coordonnent, s'organisent librement pour pouvoir en fait gérer l'ensemble de la société. Vous voyez que c'est une forme très générale, non? C'est pas très précis. Il dit pas en fait dans le communisme il y aura ceci, cela, les lois seront comme ci, comme ça, etc. Ça a une explication, ça, ce caractère, on pourrait dire, très algébrique de la façon en fait comme Marx pose le problème du communisme, et qui va être très différente de la façon comme d'autres intellectuels plus récemment essayent de la poser, ou même à l'époque de Marx. Le marxisme, il surgit dans une certaine mesure, bon, en lutte politique contre l'anarchisme, mais aussi contre en fait l'émergence des premiers socialistes qu'on va appeler en fait les socialistes utopiques, non, et qui donnaient carrément en fait un plan de comment devait fonctionner la société, etc., qu'ils avaient formulé parfaitement dans leur tête. Et Marx en fait il va s'opposer à cette idée, et il va donc avec Engels essayer de fonder une conception qui n'est pas opposée à l'utopie, mais en fait qui demande à l'utopie d'être concrète ou concrétisable, d'être réalisable, et qui va essayer donc de formuler une version du socialisme qu'il va appeler en fait davantage comme scientifique, c'est-à-dire en fait qui non seulement pose, disons en fait les termes d'une société vers laquelle on voudrait aller, mais qui pose concrètement les conditions d'émergence de cette nouvelle société à partir des décombres de la société actuelle. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à développer en fait la théorie de la révolution chez Marx. Et cette question-là, la question en fait de ne pas pouvoir en fait prévoir à l'avance la totalité en fait du fonctionnement d'une société communiste, et d'en même temps en fait devoir penser les moyens d'y arriver à partir de la société de merde dans laquelle nous vivons aujourd'hui, va être un élément fondateur de la conception en fait de communisme chez Marx. Il y a en fait un camarade et un ami qui depuis quelques années ne peut pas être parmi nous pour des questions en fait personnelles, qui a écrit il y a une bonne dizaine d'années déjà, voire plus, ce petit bouquin qui s'appelle Emmanuel Barrault. C'est un camarade que j'apprécie beaucoup sur différents terrains, qui s'appelle Marx au pays des soviets, donc le pays des soviets, l'Union soviétique, le socialisme du XXe siècle, etc., ou les deux visages du communisme. Donc il dirait que le communisme, il n'a pas un,
mais il a deux visages. Le premier est en quelque sorte celui dont on a déjà parlé, le communisme comme fin politique, comme société pour laquelle on se bat. Quel serait donc ce deuxième visage du communisme? Le Parti communiste? Ça peut avoir un rapport avec ça, hein? C'est-à-dire en fait le communisme pas seulement en fait comme fin, mais le communisme en tant que mouvement. Et là en fait je vais vous lire une autre citation dans laquelle on pourrait avoir l'impression que Marx dit à peu près en fait l'inverse de la première, mais ce n'est pas le cas. Il dira: le communisme n'est ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. C'est le mouvement réel qui abolit l'État actuel. Je relis, hein? Le communisme n'est ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. C'est le mouvement réel qui abolit l'État actuel, c'est-à-dire en fait le système capitaliste. Donc de ce point de vue-là, Marx il va donc introduire une double notion du communisme, c'est-à-dire qui est à la fois le monde pour lequel on se bat, mais qui inclut aussi les moyens d'y arriver. Et c'est par ce biais-là qu'il va rompre avec toute conception purement utopique du communisme, en mode en fait il y a une société parfaite et après on n'a aucune idée de comment y arriver. Il va essayer de lier profondément les deux. Et pour cela, il va en fait d'une part essayer de partir beaucoup des contradictions du système capitaliste lui-même. Donc par exemple en fait une des questions fondamentales en fait que Marx va dire de pourquoi le communisme, cette finalité, cette société-là, elle est possible, et pourquoi c'est possible d'en finir avec le capitalisme, ça porte en fait sur les contradictions du capitalisme lui-même. Ce n'est pas pour rien que Marx va passer une grande partie de sa vie à étudier le fonctionnement et les contradictions du système capitaliste. Et il dira une chose en fait qui est très importante et qui va fonder une des conceptions fondamentales dont on se revendique jusqu'aujourd'hui, c'est qu'en fait le capitalisme, tout en ayant développé les forces productives d'une façon immense, etc., le fait avec une dose en fait d'injustice sociale très importante, et en même temps, il produit à l'intérieur même en fait de ce système le sujet de son dépassement. Non? Et donc il va dire en fait que le capitalisme, il va créer pas juste une classe subalterne qui a l'intérêt de s'émanciper, comme c'était par exemple le cas de la bourgeoisie pendant l'Ancien Régime. La bourgeoisie, elle avait intérêt à faire sauter l'Ancien Régime et à devenir elle-même classe dominante. Il dit la différence avec le prolétariat, c'est que le prolétariat est une classe universelle dans la mesure où, pour s'émanciper, il est obligé d'émanciper la totalité de la société. C'est-à-dire en fait que l'ouvrier qui est dépossédé de moyens de production et qui n'exploite personne, s'il s'émancipe et qu'il fait sauter l'ensemble de l'édifice de la société capitaliste, ce ne sera pas pour exploiter une autre sous-classe en fait derrière, comme ça a été le cas pour les révolutions bourgeoises. Et donc l'émancipation des travailleurs amène avec elle l'émancipation de la société tout entière. Cette question-là, elle va être très importante parce qu'ensuite, quand on va penser en fait les questions de stratégie, c'est une des questions, par exemple, qui fondent notre conception non ouvriériste de la révolution. On ne pense pas qu'il y a que les travailleurs qui sont intéressés à la révolution et qui font partie du bloc social et politique qui peut conduire à la révolution. Il y a en fait des gens qui sont issus des classes moyennes et qui, pour différentes raisons, parce qu'ils sont opprimés en raison de leur sexualité, de leur race, etc., ou simplement en fait par cheminement intellectuel, veulent en finir avec le capitalisme. Mais néanmoins, c'est impossible de le faire si cette classe sociale qui contrôle l'ensemble de la production, qui fait tout, etc., cette classe universelle ne s'empare pas de cet objectif, c'est-à-dire en fait ne met pas en avant un processus de révolution prolétarienne. Donc cette question, elle est une question très importante. Ensuite, pourquoi cette question en fait des deux visages du communisme, elle va être importante et pourquoi elle a été importante en quelque sorte au moment où ce camarade, donc Emmanuel Barrow, a sorti ce livre, mais je pense qu'elle reste importante aujourd'hui. Vous êtes pour une grande partie en fait né à une autre époque. Moi, en fait, je suis né au siècle dernier. J'ai vu la chute du mur de Berlin et tout ça. Et en fait, on a vécu, en particulier après en fait l'échec de l'expérience du socialisme réel,
un niveau d'offensive idéologique de la bourgeoisie incroyable. C'était un niveau en fait de triomphalisme capitaliste où en fait c'était impossible d'envisager autre chose que le système capitaliste. Il y avait la fameuse phrase en fait de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Et ceux qui avaient été tentés en termes de rupture avec le capitalisme avaient échoué. Et personne revendiquait beaucoup en fait ce qui s'était passé là. Donc il y avait en fait une situation dans laquelle on avait l'impression que en fait on était condamné à vivre avec ce système injuste, etc., etc. Il y avait à cette époque en fait un intellectuel marxiste américain qui a dit une phrase en fait qu'on a beaucoup déjà dit en fait dans des discussions internes, mais je trouve qu'elle est révélatrice de l'état d'esprit en fait de l'époque. Il disait à notre époque, c'est beaucoup plus facile de s'imaginer, d'envisager la destruction de la planète que la destruction du capitalisme. Et si vous pensez au nombre, en fait, même d'un point de vue culturel, au nombre de films ou de séries dystopiques qui ont été produites pendant les dernières 20 années sur en fait la fin du monde, c'est un truc incroyable quand même. Et sur la fin du capitalisme, et la possibilité d'une société nouvelle, il y a moins, non? Donc en fait, c'est pour dire que même si aujourd'hui, vu la catastrophe qu'est le capitalisme actuellement, on vient de vivre un été épouvantable dont on va parler dans cette université d'été, le problème climatique, la misère, les morts en Méditerranée. Bon, je ne vous fais pas la liste en fait des détresses qu'il y a dans ce monde. J'ai perdu le fil. Sur la sortie du capitalisme. Il y a beaucoup moins de... Ah, je disais, donc même s'il y a moins de triomphalisme en quelque sorte aujourd'hui, parce que le capitalisme est en train de montrer beaucoup en fait son visage le plus brutal, il y a très peu de en fait émergence de projets émancipateurs. En fait, y compris les gens, ils sont contre le capitalisme. Vous avez probablement en fait été nombreux à participer aux manifestations contre les retraites. Pour d'autres en fait qui ont commencé à militer un peu plus tôt, on fait peut-être en fait 2016, 2018. Il y a par exemple en France aujourd'hui un rejet du système capitaliste qui est assez large. Il y a même des enquêtes d'opinion qui disent ça, où tu as en fait 60 ou 70% des gens qui pensent que le capitalisme est un système en fait qui marche pas bien. Si tu demandes à ces gens-là comment en fait il faudrait se débarrasser du capitalisme, en France, qui est un pays où il y a beaucoup de traditions révolutionnaires, il y a beaucoup de gens qui te disent en fait il faudrait une explosion sociale, il faudrait un mai 68. Donc ils voient qu'il faudrait quelque chose en fait de très brutal pour briser cet état de choses. Mais combien vous diront que c'est possible en fait d'instaurer une nouvelle société débarrassée d'exploitation, de l'oppression, etc., etc. Et cela, les camarades, ça a beaucoup de conséquences. Nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de radicalité. On voit, hein, depuis le mouvement des Gilets jaunes, on a vu en fait dans la révolte des banlieues, mais une radicalité qui est dans une grande mesure dépossédée de tout projet émancipateur, qui se bat contre, mais qui ne se bat pas pour quelque chose. Et c'est ça qui ouvre aussi la voie à beaucoup de confusionnisme dans l'époque dans laquelle on est. On a des gens avec lesquels on peut parfois en fait partager des combats dans la rue parce qu'ils rejettent ce système, et après on va discuter politique, on découvre que le mec est complotiste, etc., etc., voire y compris en fait des gens qui parfois en fait avaient des idées de gauche et qui finissent par voter RN, parce qu'il y a un tel désarroi par rapport à la société capitaliste, que si ce désarroi-là, il n'est pas couplé d'une foi en quelque sorte dans la possibilité de construire quelque chose de nouveau, de débarrasser ce monde de l'exploitation et de commencer ce que Marx disait serait en fait l'histoire de l'homme. Hein. Il a cette formule-là, il a dit tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'était la préhistoire de l'homme. L'humanité, l'homme, on a entendu comme l'humanité, non, les hommes et les femmes et les autres. Donc c'est-à-dire en fait que l'histoire véritable de l'humanité, l'histoire où l'humanité décide elle-même de son avenir, en fait, ne commencerait qu'à partir en fait de la révolution. Et donc, de ce point de vue, il y a un enjeu très important à, d'une part, en fait, comme je disais, dépoussiérer le communisme de ce qu'il n'est pas, parce qu'en fait, quand vous discutez avec les gens, ici, on est entre convaincus, en partie, non? Mais quand vous discutez avec votre famille, j'imagine, en fait, que les arguments sur le communisme, c'est le goulag, le livre noir du communisme, les millions de morts, etc. Donc, comment dépoussiérer le communisme de tout ça, et comment en fait réhabiliter aujourd'hui un projet émancipateur qui donne envie,
où les gens sentent en fait que ça vaut la peine de se battre pour ça. Et pourtant, chez Marx, en fait, il n'y a pas de voilà, le communisme sera comme ça. Notre difficulté, elle est là aussi. On ne peut pas dire, en fait, vendre aux gens un rêve en disant, regardez, le communisme, ça va être comme ça, venez, signez. C'est la différence avec, par exemple, en fait, des projets électoralistes. Non, la France Insoumise écrit, en fait, à l'avenir en commun, ils disent, ça, c'est notre programme. S'ils vont l'appliquer ou pas le jour où ils seront élus, c'est un autre problème. Mais avec le communisme, ça ne marche pas. Il n'y a pas, en fait, un programme complet de ce qu'est le communisme, de ce qui pourrait être le communisme. Et ça, pour les marxistes, ça a en fait une raison qui est précisément liée à ce que je disais avant. C'est-à-dire, en fait, si nous sommes aujourd'hui encore en fait, dans la préhistoire de l'homme, comment cet homme préhistorique que nous sommes pourrait envisager ce que serait la société, en fait, dans 100, 200 ans, débarrassée de toutes les formes sociales qui, en fait, nous corsettent la société, mais qui nous corsettent l'esprit aussi. Notre esprit, il est dominé par l'aliénation capitaliste, par le fait que, d'une part, en fait, il est occupé pendant 8 heures par jour, minimum, en fait, par faire des tâches pour d'autres gens, pour enrichir, en fait, d'autres gens, pour remplir leurs poches, etc., mais qu'ensuite, ça nous impacte dans notre vie de tous les jours. Et par ailleurs, en fait, dans une société où les capitalistes ne détiennent pas que les moyens de production, ils détiennent aussi les moyens de communication, la direction des universités, des instituts scientifiques, etc., etc. Donc, une révolution, loin d'être juste, en fait, la prise du palais d'hiver, ça y est, on y va, hein, c'est un long processus dans lequel, en fait, on va devoir rompre avec la lourde charge, en fait, de mode de production capitaliste, et petit à petit, et la révolution, en fait, elle est le début d'un long processus, commencer, en fait, à poser les bases d'une société totalement nouvelle dont on peut prévoir, par y compris, en fait, comparaison avec le capitalisme, quelques traits, mais où il serait, en fait, impossible, comme je le disais, en fait, donc, aux hommes et femmes préhistoriques que nous sommes, de l'envisager jusqu'au bout, et ça sera quelque chose qui sera construit, probablement, en fait, par nos camarades à travers l'histoire, dans l'avenir, en fait, nous probablement, même si on arrive à faire la révolution, on ne vivra pas la société communiste, en tout cas, en fait, dans la conception que nous avons. Parce que d'une part, la société communiste, en fait, elle implique donc un long processus, et ça, en fait, je vais y revenir parce que ça a une importance très grande pour traiter le problème, par exemple, des oppressions, qui est une question qui ne se règle pas automatiquement avec la révolution, mais qui, par de là, en fait, dépend de la victoire de la révolution à l'échelle mondiale. Parce que ça aussi, en fait, c'est une question fondamentale pour le marxisme. C'est-à-dire, en fait, le capitalisme, il a déjà mondialisé les forces de production, il a déjà mondialisé les échanges, et le communisme, il doit partir de ça. Et pour pouvoir triompher, il va devoir triompher dans le monde entier, parce que sinon, en fait, on gagne la révolution dans un pays, et tu as la contre-révolution qui s'organise dans le pays d'à côté, comme ça. Hein? Et donc la question en fait de la victoire révolutionnaire à l'échelle internationale, vous voyez les camarades, ce n'est pas une petite tâche. C'est une tâche très lourde, ce qui fait, je ne sais pas en fait si je vous déçois, mais que probablement aucun, ni même les plus jeunes, moi c'est sûr que non, mais même les plus jeunes ne vivront peut-être pas dans en fait le communisme fin, en tout cas. Mais je veux dire que ça, c'est triste, mais c'est pas si triste. Parce que le communisme mouvement a beaucoup d'intérêt aussi. Et le communisme mouvement, c'est-à-dire en fait le mouvement réel, le mouvement en fait qui abolit l'état des choses, ça en fait c'est notre communisme à nous. Et il porte en fait le germe de cet avenir communiste. Et quand on construit en fait une organisation révolutionnaire, on se bat dès maintenant contre en fait les valeurs capitalistes, contre la concurrence, contre les différentes formes d'oppression, sans avoir l'illusion qu'on va pouvoir en finir avec tout ça dans en fait le cadre du système capitaliste. Mais pour revenir donc à cette histoire de en fait les deux visages du communisme et pourquoi tout ça est important. Donc d'une part parce que avec ce lourd passé stalinien, pour le synthétiser, il y a eu au moment où les gens se sont autorisés de en fait repenser au communisme, il y a eu une espèce en fait de retour des utopies. Et donc on a recommencé à parler en fait du communisme comme une idée. Bon, en France, il y a quelques intellectuels qui, par exemple Badiou, qui est beaucoup en fait un peu dans ce truc-là. Il faut penser le communisme, mais le communisme comme une idée et sans forcément d'attachement avec une stratégie qui permet de conduire en fait du capitalisme jusqu'au communisme.
Et de ce point de vue-là, Marx, en fait, il avait une conception qui était tout autre. Et les deux visages du communisme sont en réalité une articulation dialectique entre la fin et les moyens d'y arriver. Et Marx et Engels diront, les amis, on ne peut pas vouloir la fin et rejeter les moyens. C'est-à-dire, si vous voulez le communisme, il va falloir vouloir la révolution aussi. Et la révolution, c'est pas juste en fait la paix, tout le monde est content, etc. Les révolutions sont des processus violents, sont des processus en fait de bouleversement social qui déchirent en fait des sociétés, qui déchirent parfois des familles, etc., etc. Et donc c'est contre cette conception-là, dans une grande mesure contre ce retour de l'utopisme dénoué en fait de la stratégie, que notre camarade Emmanuel Barraud va reprendre la conception de Marx pour dire en fait une chose pour laquelle en fait il demandera l'aide de Lénine. Il prendra en fait une citation de Lénine qui me semble en fait très intéressante et qui va nous permettre en fait d'introduire un aspect très important du visage mouvement du communisme. Je regarde juste la page. Donc Lénine, qui vous savez en fait a été donc un des principaux dirigeants de la première expérience qui a conduit à l'échelle de tout un pays à la chute du système capitaliste, parce qu'avant ça il y avait eu la Commune de Paris, mais c'était à l'échelle d'une ville et ça avait une durée très limitée. L'expérience révolutionnaire suivante était l'expérience en fait de 1917. Et un peu avant de faire la révolution, c'est même drôle si vous lisez le bouquin à la fin, il finit le bouquin vite parce qu'il dit je dois arrêter de parler de révolution pour aller la faire. Lénine écrit un petit bouquin qui s'appelle L'État et la Révolution, que je vous conseille à tous de le lire en fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui est très bien en fait pour comprendre jusqu'au bout à la délimitation en fait du marxisme révolutionnaire, à la fois par rapport aux pensées de type anarchiste, mais aussi par rapport au réformisme. Il y a l'illusion d'une réforme de l'État ou d'une révolution qui se ferait par l'intérieur des institutions capitalistes, comme ça peut être le cas actuellement du projet de la France insoumise. Donc il dira dans ce petit bouquin de 1917, quiconque reconnaît uniquement la lutte de classe n'est pas pour autant un marxiste. Limiter le marxisme à la doctrine de la lutte de classe, c'est le tronquer, le déformer, le réduire à ce qui est acceptable pour la bourgeoisie. Celui-là seul est un marxiste qui entend la reconnaissance de la lutte de classe jusqu'à la reconnaissance, donc qui étend, la reconnaissance de la lutte de classe jusqu'à la reconnaissance de la dictature du prolétariat. Emmanuel Barraud dira que l'objectif de son bouquin, c'est de montrer que ceci est vrai. C'est-à-dire qu'un vrai marxiste, on ne peut être marxiste que si on adopte en fait la fin, mais aussi les moyens. Et que les moyens d'arriver à une société communiste sont d'une part en fait la révolution, mais passent aussi par en fait une société de transition pendant laquelle en fait la société va profondément se transformer et d'autres pays feront la révolution, etc. Un long processus qui conduira plus tard en fait à une société sans classe et sans État. Mais que pour pouvoir opérer cette transition, il y a besoin d'une forme d'État transitoire qui est un État qui ne veut plus être État, dans les mots de Lénine, il dit c'est un État qui tend à dépérir, et ça c'est un point d'accord qu'on a avec les anarchistes, dans l'idée en fait que dans notre société, il n'y aurait pas d'État, on a des désaccords sur la transition. J'ai mal dormi, j'ai perdu le fil à nouveau. Je disais quoi? Aidez-moi. Les anarchistes sur les déplacements. Le problème de la transition de la dictature du prolétariat. Donc, et que pendant cette période-là, il y a tout de même en fait donc un état de transition que ce n'est pas Lénine qui va appeler comme ça, c'est Marx lui-même qui dira en fait que c'est la dictature du prolétariat. Qu'est-ce que c'est que la dictature du prolétariat? On n'entend pas bien. Et je pense que tu peux en fait
très vite enlever ton masque peut-être et remettre après. L'architecture prolétarienne, c'est l'État prolétaire, enfin, où tous les prolétaires auraient le pouvoir, donc l'État serait indépendant, aurait. Une forme de pouvoir des prolétaires, non? Pour le dire d'une certaine façon. Et pourtant, c'est un terme qui n'a pas la cote actuellement, non? Je ne sais pas si vous voyez, mais les organisations, même celles qui se réclament de la révolution, pendant en fait les dernières années, ont été nombreuses à abandonner ce terme-là. Bon, nous, en fait, on s'est construit pendant une période, en fait, à l'intérieur du nouveau parti anticapitaliste, qui avait renoncé au titre communiste qui avait la LCR au départ pour se définir seulement en négatif, mais qui avait aussi, avant même de faire ça, créé de tous ces textes internes, ces textes de congrès, ces programmes, statuts, le terme de dictature du prolétariat. C'est un terme en fait qui est mal compris à une échelle large, notamment en fait à cause du terme dictature, non? Parce que qu'est-ce que c'est une dictature dans le sens commun? C'est le pouvoir d'une minorité, c'est un pouvoir tyrannique, non démocratique, l'opposé de la démocratie, n'est-ce pas? Néanmoins, l'origine du terme, c'était pas ça. Hein, le terme, en fait, dictature, c'est un terme qui vient de l'Antiquité grecque. Et en fait, c'était un type spécifique, en fait, de régime, mais qui s'opposait, par exemple, à la tyrannie. La tyrannie, c'était le régime, en fait, d'un seul homme ou d'une poignée d'hommes qui opprimait tous les autres. La dictature, c'était en fait une forme de pouvoir transitoire, exceptionnelle. Oui. Oui, mais il y a quand même une objection à faire là-dessus, c'est-à-dire qu'il peut très bien avoir un pouvoir de la majorité qui peut complètement opprimer une minorité, et ça de manière complètement injuste. Donc, un exemple, on peut très bien considérer que dans une ville, il y aurait un groupe de population, des Noirs ou des Arabes, qu'il faut en finir avec eux, et une majorité dans ce lieu déciderait de faire de la discrimination sur ce groupe-là. Donc, le principe de la démocratie, à mon avis, il doit être lui-même subordonné à des valeurs humanistes profondes. La démocratie est un moyen, c'est pas un absolu dans sa finalité. Je pense en fait qu'il faut qu'on creuse le terme de dictature parce que je pense que vous êtes en train de faire une opposition de fait en fait entre dictature et démocratie, que je veux précisément montrer en fait que cette opposition elle n'existe pas nécessairement. Non, après on va voir que l'histoire en fait elle a marché autrement dans le XXe siècle en particulier, mais j'insiste que ça c'est la dégénérescence de la révolution, c'est la contre-révolution plutôt que la révolution elle-même. Donc, pour revenir en fait donc, à ce concept de dictature, il y a donc cette idée que la dictature, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir, un pouvoir exceptionnel et transitoire d'un secteur sur un autre. Chez Marx, c'est pas la dictature tout court, c'est la dictature du prolétariat. Et cette notion-là, pour Marx, ce n'est pas en fait une notion qui relève du régime politique, c'est-à-dire en fait de la forme du fonctionnement de la société. Pour lui, c'est d'abord et avant tout une affaire sociale. Donc il dit le capitalisme est la dictature de la bourgeoisie sur toutes les autres classes sociales. Et ça, quel que soit le régime politique. Il est tout autant en France sous la démocratie que nous vivons que en fait en Turquie, etc., etc. Hein? C'est la dictature sociale de ceux qui détiennent les moyens de production sur ceux qui ne détiennent pas, qui ont l'illusion d'être libres parce qu'ils peuvent vendre librement leur force de travail, mais qui sont obligés quand même de vendre leur force de travail beaucoup d'heures par jour s'ils ne veulent pas en fait mourir de faim. Donc cette question-là, elle est une question fondamentale. Comprendre à la fois que le terme dictature en fait il a changé de connotation avec le temps, et qu'à l'époque il n'y avait pas du tout en fait une connotation tyrannique dans ce terme-là, et d'autre part, en fait, quand on parle de dictature du prolétariat, on parle d'un mode de production, d'une domination sociale, et non pas, en fait, d'une domination politique ou d'un régime politique. Et pourquoi c'est important, les camarades, d'avoir tout de même un système dans lequel l'immense majorité de ceux qui produisent opprime, entre guillemets, en fait, la bourgeoisie, qui est une petite minorité qui ne produit pas. Parce qu'il faut pouvoir anéantir les bases matérielles de la bourgeoisie qui
même après un processus révolutionnaire, garde toujours une influence sur la société qui ne s'est pas transformée. Justement. Parce que la bourgeoisie ne va pas se laisser faire, les camarades. Pensez bien, vous êtes un bourgeois, vous avez tout dans cette société. Ça fait 200 ans que vous et votre famille, vous dirigez tout. Vous ne travaillez pas et vous avez toutes les richesses du monde entier. Pourquoi vous alliez en fait, vous laisser faire face en fait, à vos anciens employés qui tout d'un coup disent que c'est eux en fait, qui vont gérer la société? La bourgeoisie va se battre jusqu'à sa mort pour essayer de revenir au pouvoir. C'est ça que nous avons vu dans chaque expérience révolutionnaire, les camarades. L'expérience de la révolution russe, hein, je ne sais pas en fait si vous la connaissez un petit peu, mais c'est dans certains points de vue, la prise du pouvoir a été presque sans violence. Elle a été propre, la prise du pouvoir. Parce qu'il y avait tellement déjà en fait, de préparation au niveau des soviets que c'était presque une formalité, la prise du pouvoir. D'où est venue la violence? De la contre-révolution. De la contre-révolution. Je ne sais pas si vous savez ça, mais l'Union soviétique a été envahie par les armées de 14 pays impérialistes. Regardez comment la bourgeoisie européenne s'est toute liguée pour tenter d'étouffer cet exemple révolutionnaire. Vous pensez que ça va se passer autrement si demain on fait la révolution en France, qui est un pays plus important en fait que l'Union soviétique? Évidemment que non. Donc la dictature du prolétariat, elle, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais elle est en fait une nécessité si on veut pouvoir rendre crédible notre projet de société. C'est-à-dire pour pouvoir y arriver, il faudra limiter, en fait, empêcher de nuire une classe en fait qui pense que c'est à elle de diriger le monde et qui va tenter tant qu'elle aura des forces pour d'essayer en fait de reprendre le pouvoir. Donc ça c'est un des arguments les plus importants pour lequel en fait la théorie anarchiste ne peut pas marcher. Comment tu fais? Tu fais la révolution et après tu dis ok maintenant chacun fait ce qu'il veut. Je vais être sûr que la bourgeoisie elle sera organisée derrière en fait pour empêcher l'expérience révolutionnaire d'aller jusqu'au bout. Marx lui-même, en fait, et après je te donnerai la parole, Marx lui-même, en fait, une des conclusions qu'il tire de l'expérience de la Commune, c'est que la Commune a été trop pacifiste, dans certains points de vue, qu'ils auraient dû marcher sur Versailles, qu'ils auraient dû, en fait, aller empêcher la contre-révolution qui était en train de se préparer. Il dit qu'il pense qu'ils ont été un peu trop humanistes, peut-être, et qu'il aurait fallu avoir un peu de sens pratique et voir que si la révolution n'avançait pas, la contre-révolution qui était en train de se préparer finirait par en fait les liquider. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ah non? Ok. Je suis trompé alors. Je croyais que tu voulais dire quelque chose. Je veux juste poser une question parce qu'en fait la révolution c'est la destruction du système de classe. Donc si, après la révolution, on ne pourra pas mener une classe bourgeoise parce qu'il y en aura plus. Ça dépend de qu'est-ce qu'on entend pour révolution. Hein. Si pour une révolution, on entend la prise du pouvoir politique, ça ne fait pas disparaître la classe bourgeoise. La bourgeoisie, elle est dépossédée de ses moyens de production, mais nous, on est une classe plus généreuse que la bourgeoisie. On ne va pas tous les jeter à la mer, quoi. Ils seront là, mais ils seront dépossédés de leurs moyens de production. Et ils vont être obligés, comme tout le monde, de travailler. Et tu vois, la dictature du prolétariat, elle sert, par exemple, à assurer ça. Que les bourgeois feignants travaillent comme tout le monde, qui sera peu sous le communisme par ailleurs. Non, le communisme, une des quelques choses qu'on peut savoir sur le communisme, c'est que ça va impliquer une réduction massive du temps de travail et qu'on va pouvoir peut-être travailler tous 2 heures par jour et le reste du temps, en fait, produire autrement, quoi. Pas juste pour le fonctionnement de la société, mais pour les choses qu'on a envie de faire, hein, les apports qu'on veut faire en fait culturels à la société, etc., etc. Mais la révolution, et ça c'est une question très importante. Le marxisme, c'est cette logique dialectique où il y a la finalité et le processus qui sont la même chose et qui marchent ensemble. Ça marche sur tous les terrains. Par exemple, en fait, pour ceux qui ont déjà peut-être lu le bouquin sur la théorie de la révolution permanente ou qui ont déjà suivi des formations sur ça. La théorie de la révolution permanente de Trotsky, elle a plusieurs volets. Non, elle a un volet qui est plus pour les pays où il n'y a pas eu de révolution bourgeoise, où elle va expliquer que dans ces pays-là, en fait, c'est le prolétariat lui-même qui va régler les tâches en fait, de la révolution bourgeoise. Il y a l'aspect révolution internationale, mais il y a un aspect qui est très méconnu, que c'est en fait la deuxième loi de la révolution permanente, c'est de dire en fait, que la prise du pouvoir, loin d'être l'aboutissement de la révolution,
elle donne seulement les conditions de commencer à tout changer. Et ce processus-là est le processus, en quelque sorte, en fait, le plus difficile. Changer, en fait, les traits culturels, se battre, en fait, contre les préjugés, contre l'homophobie, contre le racisme, contre le machisme à l'intérieur même de la classe ouvrière, pour pouvoir commencer à forger ce que Marx appelait, en fait, l'homme nouveau. C'est-à-dire, en fait, une société nouvelle construit aussi, en fait, un nouveau type d'humanité. Et ce processus-là, il est très long. Et ça fait aussi partie de la révolution. Donc la révolution, ce n'est pas juste la prise du pouvoir. Parfois, en fait, on simplifie, on dit ça, mais c'est ce long processus qui va de la prise du pouvoir jusqu'à, en fait, la disparition des classes sociales, de l'État, etc., suite, en fait, à la victoire de la révolution à l'échelle mondiale. Oui, j'avais une question parce que je discutais justement avec des amis qui se disent plus anarchistes et on avait cette discussion sur la dictature du prolétariat et eux me disaient que nécessairement, selon eux, ça mènerait à des nouvelles formes d'exploitation et d'oppression, comme l'a montré du coup le stalinisme et il me citait d'autres exemples aussi. Donc, mis à part ce que vous avez dit, que je trouve pertinent et moi je me reconnais plus là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour contrecarrer justement ce genre d'argument et qu'est-ce qu'on projette de mettre en place justement pour éviter ça? Très bien. Excellente question. Et là, on commence à rentrer dans pourquoi, en fait, la dictature du prolétariat n'est pas forcément une dictature dans le sens, en fait, politique du terme. Bon, la première chose, c'est en fait qu'il faut partir du fait que il y a les principes et il y a ce qui se passe dans la réalité. Non, nous avons, c'est pour ça que je disais en fait qu'on ne peut pas faire semblant que l'histoire du XXe siècle n'est pas passée. Et se dire en fait, on recommence comme si rien n'était. On doit avoir, en tant que révolutionnaire, une explication de pourquoi les premières tentatives d'arriver à une société communiste ont mal marché. Et il y a plusieurs explications. Ce n'est pas forcément en fait, l'objet de cette formation aujourd'hui, mais en fait, nous, on pense par exemple que le fait que la Russie soit un pays de développement capitaliste très arriéré, c'est un pays en fait à majorité féodale avec 90% de paysans, donnait des conditions pour faire la révolution qui n'ont rien à voir avec les conditions, par exemple, pour faire la révolution en France. Ils partaient d'une base, en fait, il fallait construire le pays. Ils ont fait beaucoup de choses, malgré le stalinisme. Hein. Ils sont passés d'un pays quasiment féodal à envoyer des gens à la Lune quelques années plus tard. C'est incroyable le développement technologique d'un certain point de vue que même cette révolution déformée ou dégénérée, en tout cas, elle a pu produire. Mais cette révolution, bon, d'une part, elle partait non pas d'Angleterre ou de la France, comme ça avait été en quelque sorte l'idéal de Marx. Non, Marx et Engels, ils pensaient la révolution à partir du plus avancé du capitalisme et des forces de production. Donc il y a eu ça. Et ensuite, il y a eu aussi en fait le fait que la révolution, elle est restée isolée. À l'époque en fait de la révolution, Lénine, il a une phrase où il disait en fait, je serais prêt à échanger la révolution en Russie contre la révolution en Allemagne. C'est-à-dire, en fait, ils étaient conscients du fait qu'ils faisaient la révolution en Russie, en partie pour essayer d'embraser le reste de l'Europe. Mais que si cela n'arrivait pas, probablement, en fait, cette révolution allait rester étouffée et allait finir, en fait, par dégénérer. Ils étaient eux-mêmes, en fait, conscients de ça. Ensuite, bon, les 3 ans de guerre civile où ils se sont battus avec les moyens du bord contre 14 armées impérialistes, en fait, ont plongé par ailleurs le pays dans une situation de famine. À la sortie de la guerre civile, en fait, la ration alimentaire en fait, moyenne d'un Russe n'était pas très différente de celle d'un camp de concentration. Ils mangeaient très peu. Il y avait en fait de morts d'enfants par malnutrition. C'était une situation épouvantable. Et c'est sur toutes ces conditions-là qu'en quelque sorte, en fait, commence à émerger à l'intérieur même de la révolution une bureaucratie qui, en fait, contre Trotsky, qui défendait la théorie de la révolution permanente, qu'il fallait étendre la révolution, disait non, on a déjà trop souffert, maintenant il faut se calmer, il faut en fait construire le socialisme dans notre pays. Il va commencer à fonder l'idée que en fait on pouvait, dans un pays isolé comme la Russie, dans un seul pays, et qui de plus est un pays de développement capitaliste arriéré, arriver au socialisme, et le stalinisme va dire, y compris en fait des absurdités. À un moment donné, ils disent 90% du socialisme, c'est-à-dire du communisme, est déjà accompli en fait en Union soviétique. Ce qui a beaucoup contribué à entacher l'image du communisme. Parce que si le communisme c'est ça,
Non, merci, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une chose. Et après, je vois qu'il y a plein de petites mains qui sont levées. On fera à nouveau en fait un aller-retour. Donc ça c'est une première chose. Il faut comprendre les conditions exceptionnelles dans lesquelles en fait cette expérience a été tentée et en général toutes les autres. Moi, en fait, je suis latino-américaine. Je suis allée à Cuba en 97. C'est terrible. C'est terrible parce qu'à la fois, tu vois tout l'apport de la destruction en fait des moyens de production, une population dans laquelle il n'y a pas d'illettrisme alors qu'on est en Amérique latine quand même, où tout le monde a accès à la santé, à l'éducation, etc. Et en même temps, en fait, un niveau de misère quand même en fait et de peu d'accès à des biens élémentaires très important. C'est-à-dire en fait, si le socialisme ne peut pas exister dans un pays comme la Russie, encore moins dans une île de 11 millions d'habitants, vous voyez bien. Donc à mon avis, il faut partir de ça. C'est-à-dire, nous avons échoué au XXe siècle, les camarades. Mais est-ce que c'est pour ça que nous n'avons pas le droit de recommencer? Ça, c'est la discussion. En quoi, par ailleurs, en fait, le projet des anarchistes a mieux marché que le projet des communistes? On peut discuter, par exemple, de la Révolution espagnole et de comment les anarchistes, à force de rejeter le pouvoir des travailleurs, finissent par intégrer le pouvoir de la bourgeoisie dans toute une série, en fait, de processus révolutionnaires. Donc, il y a, à mon avis, beaucoup de discussions qu'on peut avoir là-dessus. Mais la question fondamentale, en fait, c'est de penser, est-ce qu'on pense que l'échec de la première tentative, c'est-à-dire le premier cafouillage dans une tentative, en fait, révolutionnaire, condamne l'ensemble de l'humanité, en fait, à ne plus jamais le retenter? Si c'est ça, les camarades, on ferme la baraque, on ferme cette université d'été et on se résigne à vivre dans ce système de merde qui va exploser le monde dans quelques années. Est-ce qu'on a une garantie qu'il n'y aura pas de nouvelles bureaucraties qui vont émerger? Non. Ici, en fait, je ne peux pas vous donner ça. On n'est pas une église, il n'y a pas de garantie éternelle. Mais quelles sont en fait les choses qu'on peut mettre en place? Et là, oui, c'est très important pour essayer le plus possible en fait de contrer ça. Bon, il y a déjà en fait des leçons qu'on peut tirer en fait sur les expériences du passé. Je pense par exemple en fait que, et c'est pour ça, dans une grande mesure que nous nous revendiquons Trotsky, c'est que Trotsky est celui qui a tiré le bilan le plus correct et le plus profond de l'expérience de l'Union soviétique. Par exemple, en fait, sur le fait de rejeter et fuir comme la peste la politique du parti unique. Et donc, Trotsky, contre la politique du parti unique, va défendre l'idée du pluripartisme soviétique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des soviets, les soviets, c'est des organismes d'auto-organisation construits par les travailleurs eux-mêmes et qui deviennent les organes de pouvoir dans la nouvelle société, qu'il puisse y avoir plusieurs courants politiques. Il dit le prolétariat est hétérogène. Il est hétérogène dans ses intérêts, il est hétérogène dans sa façon de penser. Donc, tant qu'ils défendent les acquis de la Révolution, pourquoi on ne pourrait pas avoir en fait une multiplicité de partis qui sont aussi un mécanisme de contrôle non, sur le fonctionnement des soviets, etc. Ça, c'est une question en fait fondamentale et c'est une leçon très importante en fait qu'on peut tirer du XXe siècle. Et la deuxième leçon, à mon avis, c'est la conception en fait profondément internationaliste et qu'il faut penser la révolution dans un pays en lien avec la révolution dans les pays voisins. Sinon, les amis, il n'y a pas trop moyen. Et le problème avec la révolution, c'est que quand on ne gagne pas, c'est pas juste qu'on ne gagne pas, c'est qu'on perd et que ça coûte cher, quoi. C'est-à-dire la contre-révolution, la revanche des classes dominantes. Et la classe dominante française en sait quelque chose, c'est une experte. Elle a exporté du savoir-faire là-dessus, en fait, à d'autres pays comme le mien. La contre-révolution, elle est très violente. C'est-à-dire, en fait, quand les prolétaires osent défier le pouvoir de la bourgeoisie, que la bourgeoisie reprend la main, en général, en fait, ça se finit avec des dizaines de milliers de morts. Demain, je crois, après-demain, il va y avoir un atelier sur l'expérience chilienne de 73, dont on arrive aujourd'hui au cinquantenaire, où l'échec d'une révolution prolétarienne, en fait, a conduit à la dictature de Pinochet et, en fait, à la disparition d'une génération politique de militants qui ont été, en fait, jetés des avions, torturés jusqu'à la mort, etc., etc. Bon, la Commune de Paris, vous connaissez le caractère sanglant de la répression. Et donc, de ce point de vue-là, une des principales garanties que nous avons à la fois contre les risques de dégénérescence, mais aussi contre en fait, la contre-révolution, c'est que le mouvement révolutionnaire il soit le plus avancé possible dans tout un tas de pays, qu'il y ait des partis révolutionnaires, des organisations révolutionnaires partout, et que en fait, la victoire de la révolution dans un pays
puisse déclencher un processus en fait beaucoup plus large qui véritablement en fait aille dans le sens d'une révolution internationale. Sans ça, la réalité c'est que le risque qu'il y ait des nouvelles en fait formes de contre-révolution interne, Trotsky utilise en fait une analogie avec la Révolution française. Il dit que le stalinisme c'est le thermidor de la Révolution russe, c'est-à-dire une forme en fait de contre-révolution interne conservatrice contre les secteurs en fait qui voulaient aller plus loin. Donc, je dis pour donner en fait une référence que vous avez peut-être davantage parce que c'est une référence de la Révolution française. Donc garantie absolue, aucune. Des leçons pour en tirer de nos propres échecs, il y en a plein et c'est en partie en fait de ça qu'il s'agit de discuter. Il y avait d'autres mains levées, je crois. Alors, moi je suis assez d'accord avec toi, même complètement d'accord avec toi, sur la façon dont tu envisages la réaction de la bourgeoisie, qui peut être extrêmement sanglante, qui peut être monstrueuse, et elle l'a prouvé de nombreuses fois, un peu partout dans le monde. Donc ça, effectivement, il faut prendre à sa juste mesure la réaction de retour donc, que l'on aurait. Voilà. Alors après, je trouve que tu, comment dire, j'ai posé une problématique tout à l'heure du principe de la majorité qui pourrait opprimer une minorité de manière injuste. Donc ça, ce problème démocratique, il faut quand même se le poser. Si demain on veut vraiment établir une société socialiste et puis peut-être après une société communiste, comment dire, se défendre de ce genre de problématiques, il faudra savoir s'en défendre. Alors, juste une chose, si je peux. Oui. Quand on parle en fait, de majorité et de minorité pour parler de la question en fait, de la dictature du prolétariat, on parle de majorité et minorité sociale. Donc on ne parle pas d'une minorité ethnique, par exemple, qui fait partie du prolétariat dans son ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur en fait, d'un État post-révolutionnaire, il ne puisse pas y avoir en fait, des resquisses d'oppression sur des minorités ethniques ou en fait, sexuelles, etc. On a connu, y compris en fait, dans le stalinisme lui-même. Au début, il y a une immense avancée dans la révolution russe. Je ne sais pas si vous savez ça, mais le premier pays au monde qui autorise le divorce, qui autorise l'avortement, c'est l'Union soviétique, c'est pas la France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas les États-Unis. Et après, avec le stalinisme, il va y avoir un immense recul sur ces acquis culturels, sociaux, etc. Donc, il peut y avoir en fait des risques de ça, mais quand on parle en fait de dictature de la majorité sur la minorité, c'est sur en fait un plan de classe sociale, c'est-à-dire en fait une classe sociale minoritaire et parasitaire qui va se battre pour revenir au pouvoir. Donc, c'est de ça en fait concrètement qu'on parle. Alors, très bien. Bon, alors, si tu veux, moi, le terme dictature, je trouve qu'il a une valeur d'usage qui fait que il me semble qu'avant longtemps, il est périmé. On peut le comprendre philosophiquement, mais il a une force d'usage négative qui fait qu'à mon avis, il vaudra mieux parler de pouvoir coercitif, de pouvoir de contrainte légitime, pour pouvoir empêcher qu'une bourgeoisie reprenne le pouvoir, et elle reprendra le pouvoir pas forcément avec des moyens légaux. Donc les mots ont leur importance, et si on veut, à mon avis, pouvoir plaire dans notre conception socialiste communiste, à mon avis, éviter d'utiliser ce genre de termes sera important. Voilà. Je ne partage pas forcément, mais je vais te dire mon point de vue sur ça. Je pense qu'il il faut faire la distinction en fait entre le terme et le contenu, parce que le problème c'est que sous prétexte que le terme en fait n'était pas très funky dans le XXIe siècle, il y a beaucoup de courants qui en ont abandonné le contenu. Si vous voyez dans les matériels publics de révolution permanente, en général, on ne met pas en fait à vivre la dictature du prolétariat. On est conscient que c'est pas un mot d'ordre d'agitation, mais néanmoins, on pense en fait que le contenu de ce terme qui a été forgé en fait il y a beaucoup d'années, il garde en fait une vivacité
très importante. On peut l'appeler autrement. Moi, je n'appellerais pas comme ça pouvoir coercitif. Je trouve que ça, c'est pas très sexy non plus. Mais on pourrait parler de C'est jamais sexy, hein. pouvoir des travailleurs, de gouvernement ouvrier. Il y a d'autres formules qui permettent en fait de donner cette idée. Donc, c'est pouvoir démocratique des travailleurs. Parce que ça aussi, c'est la fin de l'explication. Je n'ai pas fini de répondre à la camarade en question. L'autre question, les camarades, c'est de pousser dès maintenant, et c'est pour ça que nous, on est des acharnés de ça dans notre vie, au développement, en fait, de puissants organismes d'auto-organisation des travailleurs. Qu'il y ait une habitude chez les travailleurs gagnés dans leur lutte de, en fait, se diriger eux-mêmes, de diriger la lutte, de diriger une lutte à l'échelle nationale. Et que cette expérience-là, l'expérience des assemblées générales, des coordinations, elle devient par la suite, en fait, un outil très important pour essayer de faire en sorte que la forme politique de cette dictature sociale de la majorité sur la minorité soit la plus démocratique possible. Et la plus démocratique possible, ça veut dire y compris beaucoup plus démocratique que sur le capitalisme. Parce que qu'est-ce qu'il y a de démocratique à mettre un bulletin de vote dans une urne une fois tous les 5 ans en devant choisir en fait entre deux connards qui vont t'exploiter à peu près de la même façon? Rien. Ce qui a été tenté pendant les premières années de l'Union soviétique au travers en fait le pouvoir des soviets, c'est-à-dire en fait les conseils qui élisaient des représentants en fait à la base dans les usines, dans les quartiers et qui envoyaient par la suite des délégués mandatés aux échelles supérieures du soviet jusqu'à l'échelle nationale et qui a une expérience en fait, qui a existé dans d'autres révolutions, les camarades. Vous allez, pour ceux qui iront au topo sur le Chili, les cordons industriels au Chili étaient des proto-soviets. Et c'est-à-dire en fait la force de ce type d'organisme, il va toujours y avoir une tension dans la révolution. La révolution est une tâche complexe, quoi. Mais plus on aura développé des outils pour que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui dirigent leur lutte d'abord et leur état après, plus on aura en fait, disons, des outils pour combattre les tendances à la bureaucratisation en tout cas. Donc de là, vous voyez en fait que la question de l'auto-organisation, vous entendez beaucoup parler de ça et pourquoi en fait ce n'était pas possible qu'il y ait 6 personnes qui décident au nom de tous les autres dans une salle, la bureaucratie syndicale et tout ça. Pourquoi tout ça est très important? Parce que si en fait les prolétaires ils sont habitués à ce que ce soit en fait Berger, Sophie Binet, je ne sais plus qui décide pour eux, pourquoi ils feraient autrement en fait le lendemain de la Révolution? S'ils ne pensent pas que c'est à eux-mêmes de s'emparer de leur destin, de contrôler leur lutte, leur État, leur pays, leur révolution. Cette question-là, en fait, elle est une question fondamentale qui, sans être en fait une garantie absolue, elle pose tout de même, en fait, il me semble, un élément fondamental de garde-fou, en tout cas, contre les tendances à la bureaucratisation. Après, les camarades, pour essayer, en fait, de avancer encore un petit peu, cette dialectique-là qui existe donc dans le concept de communisme, où le communisme, c'est à la fois la fin et les moyens, c'est quelque chose qui, à mon avis, traverse la pensée marxiste de façon très importante. Vous avez probablement en fait entendu parler de ça, non, de la logique dialectique, de la pensée dialectique. La pensée dialectique, c'est une pensée qui s'oppose à la logique formelle. Qu'est-ce que c'est que la logique formelle? La logique formelle dit A égale AA est différent de B. La dialectique, elle va être un peu plus complexe que ça. Elle dira A n'est jamais égal à A. Parce que certainement, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux et les choses, elles sont en constante transformation. Si tu mesures en fait 1 kilo de sucre tout de suite et que tu le mesures 1 heure après, quand il fera un peu plus chaud, il pèsera déjà en fait à plus la même chose. Donc c'est cette idée que toutes les choses, les personnes, les sociétés sont en mouvement permanent et portent en fait des contradictions à son intérieur et que en fait leur dépassement, c'est le développement de leurs propres contradictions. Donc le dépassement du capitalisme, il va émerger à partir de comment les révolutionnaires que nous sommes exploitent les contradictions du capitalisme lui-même pour être capable en fait de construire un avenir différent. On a parlé de la question de la révolution. La révolution, c'est à la fois la prise du pouvoir et tout ce qui vient après jusqu'au communisme. Et je voudrais donner un autre exemple qui, à mon avis, en fait, reflète beaucoup cette logique-là aussi, mais sur le terrain du programme. Par exemple, les camarades, vous savez que nous, on défend beaucoup de revendications transitoires, non? Et la logique, en fait, du programme transitoire. Il y a une qu'on utilise beaucoup,
c'est en fait l'échelle mobile des heures de travail, ou pour le dire en fait en français, compréhensible, le partage des heures de travail nécessaires à la société entre tous les bras disponibles, non? Comme une façon en fait de supprimer le chômage et d'en finir avec l'armée industrielle de réserve qui exerce constamment en fait une pression vers la baisse des salaires en fait des prolétaires qui sont embauchés. Cette revendication-là est une revendication communiste, est une revendication pour aujourd'hui. C'est une revendication pour aujourd'hui, mais qui justement permet de développer le programme vers une perspective communiste, puisqu'elle remet en cause, elle développe justement les contradictions même du capitalisme, puisqu'il est opposé au moindre principe de ce genre, puisque justement, ça vient remettre en cause le profit de la bourgeoisie, puisque on diminue la part de profit au profit des travailleurs. Tout à fait. Et pour le dire autrement, en fait, essayer de creuser dans le sens de ce que je veux dire là. Toute la logique du programme de transition, et en particulier de ce type de revendication, c'est d'essayer de partir de quelque chose en fait de concret et d'immédiat. C'est-à-dire en fait, le chômage est un fléau de notre société. Donc c'est une revendication pour tout de suite. C'est-à-dire en fait, en finir avec le chômage, si on faisait ça maintenant, ça réglerait le problème. Et en même temps, ce n'est autre chose que la façon comme on partagerait le travail sous le communisme. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas une logique capitaliste derrière, s'il n'y avait pas quelqu'un qui voulait remplir ses poches avec notre sueur, le plus logique, ce serait de voir combien de travail nécessaire on a pour faire tourner la société de la façon qu'on veut, et ensuite se partager entre nous le travail à faire. Donc c'est à la fois immédiat, c'est à la fois pour le mouvement, et c'est aussi une projection vers le type de société pour laquelle on lutte. Et sur d'autres terrains, on pourrait penser à ça aussi, quand on parle par exemple, en finir avec les frontières. C'est une urgence quand on voit en fait les morts en Méditerranée, les problèmes d'immigration. Et en même temps, un monde sans frontières n'est pas autre chose qu'un monde communiste, les camarades. Donc d'une certaine façon, et c'est ça je trouve en fait qui est passionnant, là pour le coup non pas en fait dans le communisme en tant que fin, mais dans le mouvement communiste et dans le fait d'être communiste aujourd'hui, c'est que tout en nous battant en fait contre ce monde et dans le cadre de ce monde pourri qui nous pèse, qui parfois nous impacte, etc., on est déjà petit à petit en train de construire en fait les bases matérielles d'un avenir différent. On fait une sorte de pont vers l'avenir. Trotsky en fait il avait une phrase par rapport à ça que moi personnellement en fait j'aime beaucoup, et je veux finir le topo avec ça, et ensuite l'idée c'est d'ouvrir pour un débat avec la salle. Il dit la chose suivante. Il dit: il n'y a jamais eu de tâche plus importante sur la face de la Terre, et donc notre parti, notre organisation révolutionnaire nous demande de nous donner totalement et sans réserve. Mais en retour, elle nous offre la plus belle des récompenses, la conscience de participer à la construction d'un avenir meilleur, d'avoir sur nos épaules une particule de l'avenir de l'humanité et de ne pas vivre notre vie en vain. Je pense que ça synthétise beaucoup en fait cette idée de comment le militant communiste, il peut aussi en quelque sorte en fait synthétiser le communisme moyen et le communisme fin, et que même si nous on vivra probablement pas le communisme fin, le fait de vivre en fait dans le communisme moyen, c'est-à-dire dans le communisme mouvement, nous permet précisément en fait de pouvoir tisser au travers en fait notre vie et notre action ce pont vers l'avenir. Et sur ce, en fait, je finis cette intro et je veux bien en fait qu'on lance le débat.